Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. C'est le rendez-vous hebdomadaire, on va parler des lectures que j'ai faites la semaine passée. Et si la semaine précédente j'avais eu énormément de difficultés avec beaucoup d'abandon, cette semaine ça a été vraiment trop cool. J'ai fait des super lectures donc j'ai hâte de vous en parler et on commence tout de suite. J'ai eu la chance de commencer la semaine avec un jour férié et donc de ne pas travailler, de pouvoir me plonger dans une lecture avec un thé bien chaud, c'était vraiment très chouette. Et j'en ai profité pour lire Le Messager de L.P. Hawley aux éditions 10-18 et c'était vraiment sympa, mais je pense que il faut remettre un peu dans le contexte vraiment ce qu'est cette histoire, puisque moi je ne m'attendais pas du tout à ça. Je lis pas souvent les quatrièmes de couverture, mais celle-ci j'avais été assez attirée parce que voilà, j'aimais bien la tenue de la femme. J'avais pris le livre et quand j'avais retourné j'avais vu campagne anglaise, 1900 dans le Norfolk. On suit un jeune garçon qui va être le messager d'une romance qu'on imagine un petit peu interdite. Et en fait, j'étais persuadée que l'histoire allait tourner autour de ça, sauf que quand on lit entièrement la quatrième de couverture, on termine par Le Messager est un roman d'apprentissage aussi troublant que profond, un chef-d'œuvre. Sauf que le reste de la quatrième de couverture met l'accent en fait sur cette relation pour laquelle donc Léon va être messager, et il faut garder à l'esprit que ce n'est pas du tout le sujet de l'histoire. Alors remettons un peu en contexte, on suit Léon qui est un jeune garçon qui a 13 ans, qui est plein d'esprit. Il est génial. Moi Léon je l'ai beaucoup apprécié puisqu'il a un domaine d'analyse des choses avec le regard d'un enfant, mais d'un enfant qui a une naïveté mais pas totalement comment dire, pas totalement dénué de bon sens. Enfin, je trouve qu'il analyse les choses, oui, avec des choses qu'il connaît pas parce que c'est un jeune garçon de 13 ans, mais il est quand même assez fin, il a l'esprit vif et il y a des choses qui sont très drôles. Niveau caractère, il m'a fait penser à Evan Hansen dans Dear Evan Hansen, que j'ai beaucoup apprécié, qui est un livre young adulte adapté d'une pièce. Et bah j'avais un petit peu l'impression d'avoir ce jeune garçon où il y a des choses qu'il comprend pas, mais il les analyse avec nous, ce qu'on peut ressentir comme presque de l'ironie ou du sarcasme. Donc j'ai beaucoup aimé la personnalité de Léon qui va être à l'école, qui va être dans la difficulté et qui va du coup inventer des trucs mais totalement rocambolesques pour que ses camarades le laissent tranquille. Et ça va partir un petit peu de ça avec tout un côté un peu absurde en fait autour de cet événement. Il va quand même se faire un ami qui va l'inviter l'été, donc passer un mois en sa compagnie, et donc là on comprend nous aisément qu'il a des vues sur sa sœur, qu'il a une forme d'amourette. En fait lui il n'arrive pas à identifier ce que c'est, mais nous on le voit bien en tant que lecteur que c'est un jeune garçon qui est amoureux d'une fille un peu plus âgée, et il va se retrouver le messager de Marianne et d'un autre monsieur. Donc je suis pas certaine que ça spoil parce que je pense qu'on le dit, mais en tout cas voilà, il va être le messager alors qu'elle est promise à un notable et tout ça. Et donc on pourrait penser en lisant la quatrième de couverture que voilà, c'est une histoire d'amour un peu interdit comme ça, où on va avoir des échanges de lettres, où il y a une jeune femme qui est promise à un vieux notable et qui va tomber amoureuse de quelqu'un d'autre. On peut penser que cette passion, ces secrets vont être un petit peu au cœur de l'histoire, mais pas du tout. C'est beaucoup plus le cheminement, l'analyse, l'observation de Léon, et en ça c'est vraiment un roman d'apprentissage, ça c'est sûr. Ça reste une ligne dans la quatrième de couverture, mais c'est ça le cœur de l'histoire. Donc je pense que si on lit la quatrième de couverture assez rapidement, si on se fie à cette couverture, si on se fie un petit peu à là où 10-18 a envie de nous orienter, on va être déçu parce que ce n'est pas le cœur du roman. Je ne peux même pas dire que ça soit vraiment un sujet à proprement parler, c'est un arrière-plan on va dire, mais c'est pas du tout le cœur de l'histoire. Ça m'a pas dérangé une fois que je l'ai compris parce que j'étais vraiment prise dans les réflexions de Léon, par sa manière de voir les choses, puisque c'est lui qui regarde, c'est lui qui raconte, et ça c'est assez drôle, assez chouette. Donc j'ai beaucoup aimé parce qu'en plus il analyse avec beaucoup de voilà cette naïveté de l'enfant qui découvre des situations un petit peu d'hypocrisie, qui découvre avec vraiment des yeux totalement vierges ce que peuvent être les relations amoureuses, les relations humaines, les relations hommes-femmes, et c'est assez intéressant parce qu'on a cette vue assez clairvoyante finalement sur la société du début du 20e, donc dans cette campagne anglaise avec une certaine
l'aristocratie et tout ça. Donc c'était plutôt chouette, j'ai beaucoup aimé. La seule chose que je reproche à ce roman, c'est peut-être d'avoir traîné en longueur parfois. J'ai trouvé que la fin était un petit peu expéditive par rapport en fait au cœur du roman qui vraiment s'étend parce que voilà, il analyse, il regarde, ça prend du temps et tout ça, c'est sur un été. Donc je pense qu'on aurait pu peut-être aller un petit peu plus rapidement sur certaines parties, mais j'ai beaucoup aimé ces réflexions, j'ai trouvé que c'était vraiment très chouette, hyper agréable à regarder, j'ai beaucoup ri parfois, donc ça reste une bonne lecture, mais voilà, attention, c'est pas une histoire de romance interdite au 20e dans la campagne anglaise, voilà, c'est les réflexions d'un jeune garçon, son roman d'apprentissage, sa manière de voir la société, les relations humaines, et faut garder ça en tête, mais c'était très chouette. J'avais envie de m'évader dans une journée assez difficile et de me plonger dans un roman, donc je me suis dit il faut que je trouve un truc qui fasse 200-300 pages où je puisse essayer de le lire avec mes pauses, tout ça au fil de la journée, et donc j'ai pensé à un roman que m'a prêté ma meilleure amie Anaïs qui s'appelle Le Bal des Folles de Victoria Mass. Je l'avais vu vraiment passer un peu partout, donc prix Renaudot des lycéens en plus de ça, et je sais que Anaïs l'avait beaucoup aimé et ça m'avait intriguée parce qu'on parlait de Charcot et moi j'adore toutes les histoires qui tournent autour de la Salpêtrière et de Charcot puisque c'était un médecin qui a commencé un peu à travailler sur les maladies neurologiques, psychiatriques, qui étudiait ces femmes qui étaient cloîtrées à la Salpêtrière, et en fait toute l'histoire de la Salpêtrière me fascine puisque globalement il y avait des femmes avec des maladies psychiatriques, mais c'était aussi un peu pour moi la déchetterie masculine. En fait on plaçait une femme à la Salpêtrière, on savait pas quand est-ce qu'elle sortait, souvent les mecs qui les plaçaient espéraient qu'elle n'en ressorte jamais, c'était des épouses, des sœurs, des mères, des femmes un petit peu trop encombrantes, on disait que celle-ci voyait des morts pour pouvoir la laisser enfermée, c'était bien sûr toutes les caractérisations d'hystérie, hein. Elles étaient toutes hystériques, forcément fallait les enfermer, elles étaient toutes folles. En fait il y avait aussi toute une part de maladies qu'on ne pouvait pas expliquer, notamment l'épilepsie, donc on les mettait toutes là-bas parce que avant que vraiment il y ait un travail sur l'épilepsie qui a été fait notamment par Charcot, en fait on pensait qu'elles étaient possédées, tout ça. Donc en fait au-delà de l'avancée médicale, j'aime beaucoup toutes les histoires qui traitent de la Salpêtrière parce qu'on se rend compte, là encore, comme quand on décortique un petit peu le mythe de la sorcière, que c'était la porte ouverte à l'abandon des femmes, soit qui avaient de l'esprit sans doute plus que leur mari, soit d'un mari qui voulait d'ailleurs s'en séparer parce que eh bien elles étaient problématiques, ils voulaient se remarier, donc bim on disait qu'elles étaient totalement folles et aliénées et personne ne vous demandait de justificatif. Et donc je trouve que c'est hyper intéressant de se replonger dans cette histoire parce que c'était assez dingue, mais au-delà de ça il y a quand même eu des avancées médicales dans la psychiatrie, la neuro avec Charcot et son équipe, notamment dans son équipe médicale, il me semble qu'il y avait Gilles de la Tourette, donc en fait il y a toute une étude de ces maladies et moi j'adore en fait lire des bouquins là-dessus. J'avais adoré notamment le film, alors je n'ai plus idée de son nom, je sais plus du tout comment il s'appelle, peut-être qu'il s'appelait Charcot, j'en sais rien, mais c'était avec Vincent Lindon et Soko et c'était un super film, j'avais beaucoup aimé en fait parce que voilà, j'aime beaucoup de toute manière cette histoire, donc j'étais hyper contente d'avoir un livre qui traite de ça et ça a été vraiment, je sais pas si c'est un énorme coup de cœur, mais en tout cas je n'ai pas grand chose à redire de ce livre, à part peut-être qu'il était trop court et que j'aurais aimé en lire 10 comme ça, parce que c'était vraiment très très bien. On est donc à la Salpêtrière et on suit en fait le quotidien de la Salpêtrière avec Geneviève qui est un peu l'infirmière en chef, on va dire, qui est assez respectée parce qu'il y a certaines femmes qui sont là depuis des années, qui ont leurs humeurs et tout ça, qui encadrent ces filles avec un détachement nécessaire forcément pour ne pas trop s'impliquer émotionnellement. D'ailleurs on comprend que Geneviève elle a fait le choix de ne plus vraiment avoir d'émotions, essayer d'être hermétique à toute forme de sensation dans sa vie, et donc elle encadre ces jeunes filles, ces femmes d'ailleurs plus âgées, hein, c'est pas forcément que des jeunes filles, qui participent certaines à des séminaires, puisque Charcot en fait organisait des espèces de conférences où avec l'hypnose on mettait en scène une patiente et on voyait en fait les effets que ça pouvait avoir. Alors moi je sais que j'ai toujours l'image de cette patiente qui s'est retrouvée comme ça avec un bras bloqué à la suite d'une hypnose et ce genre de choses, donc on essayait d'étudier tous ces phénomènes qui se passaient dans le cerveau et tout ça, et donc il y avait ces grandes conférences, et en fait on voit au sein de la Salpêtrière que c'était presque un peu l'événement d'être choisi par Charcot, enfin on voit toute cette espèce
fascination du médecin qui se crée, qui est presque comme un syndrome de Stockholm. Enfin moi je trouve ça assez incroyable, et il y en a beaucoup qui étaient folles amoureuses de Charcot en fait. Et on voit Geneviève donc qui régit un petit peu tout ça, qui elle-même semble avoir un passé un petit peu compliqué. Et à côté on suit l'histoire de, je crois que c'est comment elle s'appelle, c'est Louise, oui c'est ça, c'est Louise, qui est dans une famille où en fait une famille assez guindée. Son père a du mal à l'accepter parce qu'en fait elle répond, elle parle, elle a des avis, wow. Elle a des opinions, c'est assez incroyable, et du coup eh bien c'est assez conflictuel. Et un beau jour eh bien on comprend qu'en fait elle voit les morts depuis des années, en fait elle communique avec elle. Et donc voilà, au début on a cette situation de fait qui va forcément évoluer, donc je vais pas tout vous raconter non plus, ça servirait à rien, mais on va suivre en fait Geneviève qui travaille de manière totalement insensibilisée à la salpêtrière, et Louise, cette fille qui a beaucoup d'esprit, qui n'est pas du tout folle, enfin on n'a pas du tout l'impression que c'est une aliénée, et qui va arriver là-dedans pour plusieurs raisons. Bref, j'ai adoré cette histoire parce qu'il y avait tout ce qu'il fallait, il y avait l'aspect terrain, vraiment fond historique qui était passionnant, donc autour de Charcot et tout ça. Il y avait le côté très féministe aussi, un peu sous-jacent, parce que même si on voit des destins de femmes qui se font enfermer, la revendication est purement féministe, donc c'était très très intéressant. J'ai beaucoup aimé les quelques aspects médicaux qu'on a pu avoir, bon c'était quand même très léger, mais vraiment le cœur de la salpêtrière et du service de Charcot, c'était passionnant, et en plus il y a tout un petit côté spiritisme, fantôme qui s'ajoute à ça, et j'ai adoré, c'était hyper prenant. Je trouve que le style était hyper fluide, j'avais juste envie de ne pas m'arrêter et de continuer. Je me suis vraiment régalée avec ce roman que je peux que vous conseiller. Il se lit assez rapidement, il fait même pas 300 pages, voilà, il fait 250 pages, mais c'était génial. Pour info, il est sorti en poche assez récemment, donc vous pouvez regarder je pense sur Vinted. Moi je l'ai trouvé d'occasion sur Vinted, mais c'était vraiment trop bien. J'ai adoré cette lecture, et je garde en tête le nom de Victoria Mas parce que son écriture m'a beaucoup plu, donc j'aimerais bien voir ce qu'elle a pu écrire d'autre. En dehors de toute pile à lire, de tout ordre de lecture potentielle, j'ai décidé de commencer ma relecture des œuvres de Romain Gary. J'en ai parlé en vlog, alors je sais plus trop exactement comment ça va tomber au niveau des vlogs, mais j'ai décidé cette année en fait de lire l'œuvre de Romain Gary et d'en relire certains, puisque j'ai dû lire 5, 6, peut-être 7 romans de Romain Gary dans ma vie, et là j'avais envie de tous les lire et certains les relire, mais dans leur ordre de parution, avec également ces ordres de pseudonymes, puisqu'il y a eu Émile Ajar, mais il y a aussi eu un nom un petit peu exotique, enfin je sais qu'il a eu 3 autres pseudonymes, et j'avais hyper envie voilà, de relire l'œuvre. J'ai glissé La promesse de l'aube dans le challenge L'Empoche classique pour pouvoir le relire avec vous. Pour moi ce sera une relecture, mais je serais super contente que vous puissiez le découvrir, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos. Mais du coup voilà, j'ai décidé de mettre La promesse de l'aube en fin d'année pour pouvoir y arriver tranquillement, puisque ça fait partie des 5-6 premiers qu'il a écrit, tout pseudonyme confondu, pardon. Et donc j'ai décidé d'attaquer, et j'ai relu Éducation européenne. Pour moi voilà, c'était une relecture et c'était génial, pas de surprise, j'ai encore hyper aimé. Je crois que je l'ai lu il y a 5 ou 6 ans. Dans ce roman on va suivre Janek qui a un jeune garçon, on comprend qu'il est dans une cachette, et que son père, qui était le médecin du village en Pologne, eh bien le cache et fait des allers-retours comme ça, et puis il lui dit si un jour je reviens pas pendant plusieurs jours, essaye de trouver les partisans. Alors pour Janek, qui est quand même un jeune garçon, il dit mais qu'est-ce que c'est les partisans, comment je vais reconnaître les partisans? Et puis un beau jour, eh bien après avoir admis l'idée que son père ne reviendrait pas, il sort et il va rejoindre effectivement dans la forêt les partisans, un peu les maquisards du coin, et va faire partie de cette résistance un peu silencieuse de ces hommes qui se cachent, qui essayent de contrer les plans des Allemands, et en même temps qui vivent un peu comme des ermites dans cette forêt. Et en fait c'est presque un huis clos, on pourrait dire, de ces hommes qui sont cachés comme ça dans des trous, dans des espèces de terriers humains, où ils essayent de survivre en mâchouillant un peu des croûtes de patates et tout ça. Et c'est assez intéressant parce que c'est vraiment une réflexion sur la guerre, sur ce qui se passe, sur ces hommes, on les voit essayer de survivre, et en fait
l'éducation européenne, pour cette génération, c'était un peu ça en fait. C'était la haine de l'autre parce que simplement il est allemand. Il y avait beaucoup cette question en fait de qui on tue. On tue l'homme, l'individu qui répond aux ordres alors que peut-être il n'est pas du tout d'accord avec ce qui se passe, ou on tue l'allemand, l'ennemi et tout ça. Il y a un côté très fraternel, aussi paternel, hein, puisque forcément l'œuvre de Gary, elle est hyper imprégnée de la figure paternelle. On comprend aisément quand on connaît un petit peu son histoire. Il y a toute une partie aussi de tendresse avec une jeune femme. C'est rare qu'il n'y en ait pas dans les romans de Romain Gary. Encore une fois, on comprend pas mal de choses quand on connaît un petit peu sa vie. Mais j'ai vraiment adoré cette histoire parce qu'on est au cœur des réflexions de ces hommes qui sont un peu... mais dans une situation où ils voient pas le bout, en même temps leur situation est insupportable, mais ils savent pas vraiment si c'est possible en fait mentalement d'aller au-delà de tout ça. C'est vraiment intéressant parce que voilà, il y a ce côté, je trouve, en fait, pour moi, presque l'éducation européenne, c'est d'avoir une forme de banalité avec toujours en fond cette guerre ultra meurtrière et que ça soit presque une habitude, que ça soit ancré dans l'habitude, dans la psychologie des gens. Et en fait, c'est presque effarant en fait quand on lit ça de s'en rendre compte. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de philosophie aussi dans cette histoire puisqu'on a des espèces de petits récits ancrés dans le récit. C'est un roman qui est passionnant et je pense que je pourrais le lire mais des dizaines et des dizaines de fois dans ma vie et toujours trouver quelque chose de différent. Donc voilà, moi j'ai vu le film La promesse de l'aube assez récemment. J'avais pas voulu le voir parce que j'avais vu des critiques au début qui m'avaient un peu découragée et puis vu que tout le monde en parlait, ça m'avait un peu de passer l'envie, on va dire, de le voir. Et quand je l'ai regardé, je me suis dit c'est vrai que Romain Gary il avait une vie assez incroyable et ça m'a remotivée. Donc voilà, j'ai recommencé avec Éducation européenne, c'est génial. Vraiment, je vous le conseille si vous aimez les romans qui traitent de la guerre, mais d'une manière assez différente, parce que c'est bien la Seconde Guerre mondiale, mais toujours parler du tatoueur d'Auschwitz, du coiffeur d'Auschwitz, du bibliothécaire d'Auschwitz, de ces trucs-là. Il y a d'autres manières aussi d'aborder la Seconde Guerre mondiale et étudier les œuvres de Romain Gary, ça en fait partie des bonnes manières un peu alternatives. Donc je peux que vous le conseiller parce que je me suis régalée. Je sais pas trop quel était mon état d'esprit, en tout cas pourquoi ça m'a amené à lire comme ça un peu des romans de guerre, puisque je me suis tournée vers Au revoir là-haut de Pierre Lemaitre. Je ne l'avais jamais lu, j'avais jamais vu non plus le film, j'avais pas forcément eu l'envie, même si ça m'intriguait pas mal cette espèce de masque avec toute une envolée comme ça. La couverture du film était vraiment somptueuse, mais pareil, on le voyait absolument partout quand il est sorti. Le livre de poche avait sorti des bouquins avec la couverture du film, j'en avais vraiment partout, donc ça m'avait pas du tout donné envie de lire le livre de Pierre Lemaitre, qui pourtant a été un concours. Alors après, encore une fois, moi je dis pas que les concours c'est un gage de qualité, mais des fois ça peut attiser un petit peu ma curiosité. Là ça avait pas été le cas, bien au contraire, et je l'avais trouvé en fait à Emmaüs à 1,50 € et je m'étais dit allez, ce sera le bon moment peut-être de le lire. Et je sais pas, j'avais vraiment cette envie presque irrépressible de le lire, et donc je l'ai sorti. Sur le coup je me suis dit je vais peut-être pas forcément enchaîner 2 romans de guerre comme ça, et ça a été un gros coup de cœur. J'ai adoré ce livre. Alors là vous allez vous dire bah oui ma cocotte, mais tout le monde l'adore ce livre, il est sorti depuis super longtemps, tout le monde en a parlé. Je sais que je suis toujours un petit peu en retard, je suis pas forcément dans les tendances actuelles et tout ça, mais j'ai adoré ce roman qui en fait parle de la Première Guerre mondiale, mais surtout des conséquences de la Première Guerre mondiale, des conséquences économiques, mais surtout des conséquences psychologiques. On parle également des gueules cassées. C'est hyper intéressant. On commence l'histoire avec Albert Maillard. On sent que l'armistice va être prononcé, mais on a un capitaine un petit peu crapuleux, Olney Pradel, qui a une méthode assez singulière pour motiver ses troupes à aller tuer du Boche, comme il le dit. Et donc Albert Maillard, un soldat, va se retrouver en fait plongé, poussé dans un trou d'obus. Un obus va éclater, il va être recouvert de terre, il pense qu'il va mourir comme ça, asphyxié sous terre, et finalement un soldat, Édouard Péricourt, le sauve, sauf que patati patatras, il va être touché par un éclat d'obus et donc perdre une grosse partie de son visage. En fait il a juste le dessus de la mâchoire et tout là en fait c'est un trou béant comme ça, donc il a juste une rangée de dents et plus rien, et donc c'est une gueule cassée. Et Albert Maillard va avoir toute sa vie une forme
de culpabilité, de besoin de l'aider pour lui rendre en fait le fait qu'il lui a sauvé la vie, hein, très clairement. Il y a cette culpabilité parce que c'est hyper injuste en fait. Il a eu cette gueule cassée en voulant lui sauver la vie, donc il se sent un petit peu redevable envers Edouard. Et Edouard, lui, ne veut pas avoir sa famille, donc ça va pousser Albert en fait à changer leur identité, à se faire déclarer mort et à prendre l'identité de soldats morts pour pouvoir un peu regagner la société, la vie civile de manière anonyme, sauf que même avec des vrais papiers, on peut pas oublier toutes les horreurs de la guerre et donc on les suit dans leur quotidien, dans la pauvreté, puisque c'est pas parce que les soldats ont gagné la guerre que c'était des héros qui ont dû être récompensés. On voit la misère dans laquelle ils vivaient, la difficulté de réinsertion dans la société, alors notamment pour Albert, hein, qui est pas forcément infirme, mais d'autant plus pour Edouard qui ne peut plus rien faire, qui a la gorge visible, enfin c'est un vrai, enfin c'est impensable ce qui lui arrive. Enfin, moi je sais que je n'arrivais pas à imaginer quand je lisais d'avoir un homme, mais me dire là c'est un trou quoi, mais c'est impensable. Et pourtant c'est vrai parce que des fois je sais qu'en cours d'histoire on voyait de temps en temps des photos de gueule cassée dans les manuels, alors à mon avis les plus soft, mais déjà il y avait des choses qui étaient de l'ordre de l'insoutenable, alors j'imagine même pas celles qui sont plus ou moins censurées pour les collèges et lycées, et c'était hyper intéressant parce que cette réinsertion, c'est une réinsertion qui se fait mais sur tous les pans de la vie civile. Il y a le travail, mais le travail c'est pas tout, les relations humaines, comment on revient de la guerre, est-ce qu'on reprend une relation qu'on a mis en suspens comme ça pendant 2-3 ans, est-ce qu'on arrive à se réimpliquer de manière affectueuse, et puis quand on reprend l'exemple d'Edouard, c'est plus possible. Il sait qu'il a fait une croix, que plus jamais quelqu'un ne l'aimera, ou en tout cas pas de cette intimité qu'on peut avoir avec une personne différente. Et c'était hyper intéressant, j'ai adoré parce qu'en plus, voilà, c'est pas simplement un constat, on n'est pas juste en train d'évoquer ce qui s'est passé, il y a une intrigue qui est géniale, que j'ai beaucoup aimée, qui était un véritable pied de nez, j'ai trouvé, à l'histoire et à la revanche que pourraient avoir certains soldats envers l'État parce qu'ils se sentent abandonnés, parce qu'ils se sentent vraiment, voilà, presque moqués par l'État qui n'a rien fait pour eux après la guerre alors qu'eux ont tout fait pour leur pays. C'était vraiment, j'ai adoré cette histoire parce que il y avait des moments avec une sorte d'ironie un petit peu triste, on avait envie de rigoler mais en même temps bah, c'est totalement malheureux. Il y a des beaux messages, il y a une belle description de ce que peut être la nature humaine dans les plus beaux aspects comme les aspects les moins reluisants et les pires crevures de l'humanité. C'était une grande fresque incroyable qui va se passer de 1918 jusqu'à 1920 et j'ai adoré. J'ai adoré ce roman, il était fascinant, là j'ai juste envie de regarder le film et de voir comment ça a été mis en scène, mais pareil, il y avait beaucoup de métaphores, de belles philosophies, de belles morales, mais aussi des images qui pourraient être un petit peu confortables. On pourrait se dire notre France, voilà, elle a fait des monuments aux morts et tout ça, mais qu'est-ce qu'elle a donné pour ces hommes qui ensuite n'avaient plus de visage, pour ces femmes qui étaient veuves, ces mères qui n'avaient plus d'enfants. Enfin, j'ai adoré le traitement qui a été fait de l'après Première Guerre mondiale. C'était absolument génial. Donc je ne peux que vous conseiller de le lire et ouais, c'était trop bien. Voilà, c'est tout pour les livres que j'ai lus la semaine passée. Franchement, j'ai eu une super semaine de lecture. Je sais pas trop ce que je vais reprendre après ces livres parce que pour moi ça a vraiment été crescendo. Le bal des folles, c'était presque un coup de cœur. Éducation européenne, bah voilà, je l'ai adoré comme la première fois que je l'ai lu, et Au revoir là-haut, c'était une super lecture, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires le ou les livres qui vous ont plu parmi ceux que je vous ai présentés, parce que franchement pour moi ils sont tous hyper intéressants et c'est allé crescendo tout au long de la semaine, donc je me suis vraiment régalée cette semaine, je me suis sentie beaucoup enrichie par mes lectures et ça c'est un sentiment vraiment génial, hyper puissant. Donc dites-moi si vous aussi des fois il y a des livres comme ça qui vous donnent un sentiment d'enrichissement personnel hyper fort, parce que moi c'est ce qui s'est passé cette semaine. Je serais contente d'avoir en commentaire vos petites réactions. Comme toujours, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce et de vous abonner si c'est pas déjà fait, et également de partager si le cœur vous en dit sur les réseaux sociaux, notamment en story sur Instagram. Je les repartage, ça me fait toujours trop plaisir et c'est comme ça que vous m'aidez un petit peu à développer mon audience, donc merci à celles et ceux qui le font toutes les semaines. En attendant la prochaine vidéo, ça sera un petit book haul, je vous dis pas encore mais vous allez voir, ça va être sympa, un petit book haul mercredi, donc n'hésitez pas à rester connectés pour la prochaine vidéo. En attendant, je vous souhaite de très bonnes lectures, je vous embrasse et je vous dis à très vite.